Bonsoir, bonjour à toi. Je suis super heureuse de t'accueillir pour ce rendez-vous numéro 6, le rendez-vous 6 sur 9. On approche petit à petit de la fin, mais quand même, on a encore de belles choses à voir jusqu'à la dernière séance et sur ce chemin de la rencontre de soi pour mieux communiquer évidemment avec soi-même et donc avec les autres, pour mieux respirer depuis notre microcosme interne vers le macrocosme et l'univers tout entier. Donc on se retrouve avec cette étoile symbolique qui représente donc les archétypes que l'on peut incarner peut-être dans notre vie au quotidien ou alors qu'on peut reconnaître aujourd'hui et s'en détacher, comme on a vu depuis toutes ces séances. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir constater, observer chez l'autre où est-ce qu'il se situe et ainsi pouvoir comprendre de où vient son comportement ou ses croyances limitantes pour mieux pouvoir l'appréhender et mieux communiquer ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va aller un peu plus loin parce que dans la finalité, on cherche tous ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut nommer l'amour. On cherche tous cette unité, cette légèreté et cette totale liberté d'être soi-même. Finalement, c'est tout cela qu'on veut. Et donc voilà, aujourd'hui, on va rencontrer les vices et les vertus. Donc, j'en dis pas plus, on va y aller avec les images. Donc, hop, on en a déjà parlé, mais à chaque fois, j'aime bien vous remontrer les visuels et aller toujours un peu plus loin ensemble. Donc là, vous pouvez effectivement reconnaître cette étoile à 9 branches avec chaque archétype qui est nommé. Et en dessous de chaque archétype, vous pouvez constater que j'ai renommé les points d'énergie que l'on appelle les chakras spécifiques et actifs chez chacun. Alors évidemment, tous ces chakras sont existants, vibrants et en mouvement, évidemment, dans chacun d'entre nous. Maintenant, par rapport à notre mode réactionnel ou à notre type d'habitude, on va avoir une tendance à travailler plus tel ou tel point de chakra, point d'entrée d'énergie, point de circulation d'énergie. Donc voilà pourquoi je vous les ai renotés en dessous de chaque archétype. La particularité que l'on va pouvoir rencontrer et observer tout de suite, c'est les couleurs. Vous savez bien qu'avec la médecine Orenda, j'aime beaucoup m'exprimer avec les couleurs. Et donc, on reconnaîtra ici que voilà, ces trois-là font partie du même royaume, ces trois-là également, et ces trois-là aussi. Donc, c'est-à-dire que les oranges vont faire partie du royaume de l'apparence. Les rouges au-dessus font partie du royaume de l'instinctif et les jaunes font partie du royaume du mental. Et puis, plus précisément, vous voyez bien que chaque chakra a ses couleurs. Alors, un petit rappel, l'archétype 3 et le 6, vous vous souvenez, c'est les serpents de la médecine qui viennent s'unifier avec le 9 en haut. Donc ici, qui vient être vraiment en pyramide, mais pas en termes de pyramide hiérarchique, mais plutôt en pyramide d'englober toute la sphère. Plutôt comme la maman spirituelle, par exemple. Vous savez, le médiateur, il a ce côté-là à vouloir englober. Ou le père spirituel, mais voilà, c'est une énergie vraiment pour englober. Donc voilà, toutes ces énergies qui circulent et qui communiquent ensemble. Et puis voilà, tout ça, vous pourrez évidemment le retrouver dans la vidéo où j'ai parlé spécifiquement de chaque chakra. Donc on continue. Vous vous souvenez aussi, la semaine dernière, je vous ai présenté, la semaine dernière ou la dernière fois que vous avez vu cette vidéo, ces images de type, de couleurs, de comportement, de posture. Encore une fois, je vous rappelle que le langage du corps est très signifiant et que parfois, même quelqu'un qui ne parle pas, vous pouvez voir, observer sa posture
Et tout de suite, vous décèlerez voilà, comment comment il se sent. Surtout si on est, comme moi, thérapeute, ça fait partie de notre métier d'observer les autres et de pouvoir voilà, comprendre et lire tout simplement un autre langage que celui de la phrase, que l'autre langage que celui du verbe. Mais voilà, le langage presque invisible mais visible. Donc ça, on peut le remarquer. Donc on a vu que pour les néatypes 2, 5 et 8, le monde extérieur est plus important que le monde intérieur. Donc, je vous rappelle, le royaume émotionnel, mental et instinctif. Donc ces 3 archétypes sont plutôt tournés vers le monde extérieur. On a vu que aussi le 3, le 6 et le 9, donc ceux qui font partie, vous savez, du triangle central, voilà, le monde intérieur et extérieur sont aussi importants l'un que l'autre. Et donc, ça crée des tempéraments, des individus qui peuvent être tiraillés entre les deux et pas trouver leur place dans ces espaces-là. Et puis, on a vu également l'archétype 4, 7 et 1, qui donc, pour eux, la dimension intérieure est plus importante que l'extérieur. Et encore une fois, on verra, et vous avez déjà vu, les méthodes, les outils pour dépasser et aller plus loin dans la découverte de soi et surtout dans la découverte de l'apaisement et comment trouver des clés pour déverrouiller des choses et enfin pouvoir respirer pleinement en liberté. Donc aujourd'hui, on va rencontrer la vertu, les vices, comment tout ça s'articule dans nos personnalités et dans nos croyances limitantes en particulier, et comment, par une compréhension de ce qui a été initié, instruit à l'origine, à nos origines, eh bien, voilà, comment aujourd'hui on peut retrouver ce dialogue avec soi-même. Parce qu'on va le redécouvrir évidemment, mais en fait on est issu d'une famille. Alors déjà des parents et d'une famille. Et en fait on peut élargir, on est issu d'une société, on est issu d'une région. Okay, donc là je fais un peu l'accordéon, mais disons on part de la famille, le cocon familial. Après le cocon familial, il peut y avoir l'école, par exemple, et puis on grossit, il y a la ville, et puis au-dessus de la ville ou du village, on grossit encore et il y a une région, et puis il y a le département, et puis on grossit, on a un pays, enfin voilà, on a vraiment des sphères, des bulles. Et donc, toute bulle peut avoir des croyances et avoir selon où nous on se situe. Peut-être des fois on a un sentiment de ne pas être bien dans son chez-soi et que d'en sortir, ça va nous permettre de trouver une autre énergie. Parce que peut-être qu'ailleurs, les croyances vont être différentes, les opinions, les façons de vivre vont être simplement différentes. Et donc venir peut-être enrichir en nous un autre espace de réflexion et donc d'ouverture. Donc sur le monde et sur nous-mêmes, évidemment. Donc voilà, l'énéagramme, la vertu. Et vous pouvez observer ici une petite sculpture de la cathédrale de Sens, qui est tout près de Paris. Et ça, c'est une gravure de Viollet-le-Duc. Petit clin d'œil à mes études en art appliqué. Mais en tout cas, voilà, cette figure, elle est super intéressante parce que voilà, on voit évidemment les balances, comment on vient équilibrer tout ceci, les vices, les vertus. Encore une fois, vous vous souvenez, l'archétype et les ailes, comment on vient équilibrer tout ça pour trouver son propre alignement et sa propre respiration. Donc la pratique de la vertu, eh bien jusqu'ici, nous avons plutôt parlé de l'ego. Et cette fois, on va parler de tout, cette vertu et de, évidemment, les vices. Donc la vertu, c'est quoi? La vertu, c'est une notion à l'intersection des ensembles de la philosophie, de la religion et de la politique.
Et dans différents groupes, différentes cultures encore, vous allez voir que c'est un peu différent. Donc là, je fais une proposition, mais si on va dans un autre pays, là, je pense, je sais pas moi, à la Chine, à l'Inde, à tous ces pays asiatiques, ou de l'autre côté, enfin, voilà, l'Australie, l'Afrique, on peut avoir d'autres choses qui vont être plus importantes, mais en tout cas, de manière globale, on retrouve souvent une philosophie de pensée, une religion et une politique, même si à l'intérieur de tout ça, il y a des choses qui sont un peu différentes. Donc, par exemple, en philosophie grecque classique, il y a la reprise par le judaïque hellénisme et le christianisme. Donc, il y a beaucoup de choses à en dire dans tout ça. On va essayer d'être concis et simple. Mais en tout cas, si vous avez des besoins, des envies de découvrir un peu plus des détails, je peux vous proposer des lectures, il n'y a aucun souci, vous guider. En tout cas, voilà, dans cette vertu, on distingue parmi toutes les vertus 4 vertus cardinales. Et les 4 vertus cardinales, elles font un lien avec, vous savez, la croix. La croix, c'est les 4 directions, c'est la boussole. C'est aussi la boussole qui va aider l'être humain à se découvrir. Vous savez, on part en voyage, voilà, on part avec sa boussole et on va à la recherche de cette recherche, cette quête de soi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est souvent comme ça qu'on raconte les histoires. Si vous écrivez un conte, voilà, il y a une quête, il y a quelque chose à aller chercher, et la boussole, c'est un outil qui permet effectivement de trouver cet alignement vertical et horizontal. Et donc, on le retrouve ici dans les 4 vertus cardinales. Dans le latin, cardinaux, c'est le pivot. Et dans ces 4 points spécifiques, on retrouve la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. On parle en outre aussi des 3 vertus théologiques ou théologiales. On parle de la foi, de l'espérance et de la charité, particulièrement dans le christianisme. Et on va parler aussi par ailleurs des 3 vertus maçonniques chez les francs-maçons, à savoir la tolérance, la bienfaisance et la solidarité. Ou encore, on rencontre aussi les 3 vertus principales du scout, à savoir la franchise, le dévouement et la pureté. Tout ça, en fait, c'est juste pour vous dire comment est construit le système social. Et on est issu de ces systèmes sociaux. En tout cas, nous ici, moi, dans mon expérience, de ce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de choses qui sont construites sur ces formes de piliers. Et de ces piliers, ça va venir nous amener à des croyances qui peuvent être limitantes ou qui peuvent nous permettre de faire plein de choses. En tout cas, c'est existant. Et quand je vous dis souvent ce qui est, eh bien, ceci en fait partie aujourd'hui. Un petit passage avec Montesquieu qui a également évoqué la vertu politique, qui pour lui parlait de l'amour des lois et de la patrie. Cet amour demande une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, c'est-à-dire pour lui, il était plus important de penser global plutôt que unique. Et donc, c'est la source du principe de la démocratie, selon lui. Encore une fois, je ne vends rien du tout, ce sont juste des choses qui existent, ou en tout cas des enseignements que l'on nous a transmis de génération en génération. Et nous, aujourd'hui, on est héritiers de tout ça. Je fais un exemple avec les cours à l'école. À les cours de l'école, on a appris de la géographie, on a appris de l'histoire, on a appris de l'éducation civique, on a eu plein de cours, les mathématiques, le français. Et quand on peut observer ce qu'on nous a appris à l'école, eh bien, il y a des choix qui ont été faits, effectivement. On nous a appris que telle date était importante, on nous a appris que ça, il fallait le savoir, etc., etc. Mais à un moment donné, voilà, pourquoi ces choix ont été faits? Pourquoi on a choisi de nous apprendre ceci plutôt que cela? Donc tout ça,
toute cette page ici, c'est pour vous proposer à vous-même d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on va léguer aux autres avec qui on communique, de qu'est-ce qu'on peut laisser aussi à nos enfants et qu'est-ce qu'on choisit de nourrir. Mais ça, on y revient bientôt. Alors, donc voilà, encore quelques images. Moi, vous savez, j'aime beaucoup l'iconographie et le travail graphique et les images. Donc voilà, ça, c'est des images qui ont été peintes et qui nous ont été transmises, encore une fois. Vous allez dans les musées et vous regardez l'histoire grecque, romaine, etc. Elle va être complètement différente du rayon Chine, Asie ou du rayon de l'Amérique latine, par exemple. Ce pas du tout les mêmes images, les mêmes fréquences. Et donc, voilà ce que je vous amène à questionner maintenant. Et donc, la pratique de la vertu. Et toi, quelle était ou quelle est ta devise? Et quelles seraient tes vertus? Je t'invite vraiment, dans ton cahier, à noter ça. Et moi, quelle est ma devise maintenant? Quelles seraient mes vertus? Donc, si tu as des idées tout de suite, tu peux noter. Tu sais, tu peux te référer à... Allez, je me donne quatre points importants par rapport à la boussole ou à la roue de médecine, où je m'en mets 8. Hein. Vous savez qu'avec la roue de médecine Orenda, on a 8 domaines de vie, par exemple. Et on peut s'inspirer par rapport aux 8 domaines de vie et donner ce qui est important pour nous. Mais évidemment, on en reparlera ensemble. Et surtout, aujourd'hui, quelle histoire tu choisis de nourrir? Quelle histoire tu choisis de te raconter à toi? Et quelle histoire tu choisis d'alimenter dans ton quotidien? Ça, c'est vraiment tes choix. Parce que je reviens aux images qui sont juste au-dessus. C'est écrit, hein, c'est les images de notre construction imagée sociale. Hein. Vous voyez bien toujours un personnage qui est en hauteur. Là, en l'occurrence, on peut voir, hein, ils ont des couronnes. Donc souvent, quand ils ont des couronnes ou des auréoles, eh bien, c'est qu'on leur donne un certain pouvoir. On peut voir peut-être ici, hein, c'est pour ça que j'ai agrandi, quelqu'un qui va fouetter quelqu'un d'autre. Ok, qu'est-ce que ça vient nous dire hein, sur ce qu'on nous a raconté et sur nous-mêmes. Parce que souvent, on dit que le plus grand juge, c'est nous-mêmes, sur nous-mêmes. Nos croyances, encore une fois, nos peurs, voilà. En fait, on est super dur avec nous-mêmes. Ici, l'idée, c'est de se dire, OK, là, je lève le pied, je ne suis pas obligée d'aller trop vite, je ne suis pas obligée d'aller trop lentement. OK, des fois, je sors de ma zone de confort, parce que parfois, les zones de confort sont inconfortables et on ne le sait pas très bien, on ne sait pas. Voilà. Encore une fois, tout ça, c'est spécifique à chaque individu, donc on en reparle en rendez-vous individuel. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a des constructions imagées, comme ce qu'on peut voir à la télévision, les enregistrements que l'on peut voir, voilà, tout ce qui défile sur vos yeux, sur vos sens en fait. Les yeux, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, tout ça. Et puis il y en a d'autres encore. Hein. Il y a la proprioception, il y a la kiné, et tout ça. Mais voilà, vous pouvez regarder un enregistrement que j'ai fait à la radio, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, où je parle des 9 sens. Et les 9 sens, dans ces 9 sens, il y a aussi le langage du corps. Dans ces 9 sens, voilà, vous pouvez observer justement comment vous voulez vous raconter votre nouvelle histoire, avec tous ces 9 sens qui peuvent s'exprimer. Je reviens à la vertu. Donc la vertu, eh bien, c'est le niveau de l'essence, hein, l'essence de où ça vient. Sachant qu'aussi, la vie, c'est un mouvement qui est croissant. Et l'idée ici, c'est d'apprendre à nous enrichir aussi de sa complexité. Parce que la vertu, c'est un cheminement, c'est un travail.
Et donc l'humain, en qualité en plus de liberté, de suivre ce mouvement. Parce que ce mouvement, c'est le courant de la vie. Alors il est libre, hein, je mets ou pas, parce que l'humain, il est libre ou pas de suivre ce courant de liberté, de suivre ce courant de la vie, de suivre ce courant d'expérience. Oui, il est libre de ne pas le faire, en fait. Il est libre de rester dans les schémas qu'il a connus. Ok, ce qui est est. Ok. Donc voilà, juste à vous de vous nourrir avec ce qui vous fait vivre et ce qui vous épanouit. En tout cas, c'est ce que je vous propose de faire. Et donc, on peut le suivre en conscience d'amour choisi et volontaire. Oui, ça c'est possible. Petit pas, petit pas. On n'est pas obligé d'aller trop vite, on a le temps. Et donc l'amour, voilà, l'amour est pleinement et fondamentalement libre. Ça, vous êtes OK avec ça. Vous aimez faire quelque chose. Voilà, c'est l'amour, c'est libre de tout. On ne force personne à nous aimer. Et nous-mêmes, on ne peut pas se forcer à aimer. Il y a quelque chose qui n'est pas juste de toute façon dans cette force, dans cette puissance. Il y a une forme de contrainte. Hein. Et donc, on y est tous portés. Ce que je vous disais au début. On est portés par la rivière de la vie, toujours en mouvement. Et on est toujours attiré par la paix, la liberté et l'amour. C'est ce qu'on va découvrir. Petit pas, petit pas. Donc voilà, je t'invite à te poser encore une fois cette question. Et toi, quelle est ta devise? Quelles seraient tes vertus aujourd'hui et maintenant? Maintenant que tu as notion de tout ça, que tu as notion de savoir que tu peux choisir quelle histoire tu veux vivre, quelle histoire tu veux te raconter, quelle histoire tu veux raconter aux autres. Et surtout, voilà, trouver cet équilibre et cet ajustement avec toi-même et donc les autres. Donc, je vais te parler un petit peu de la médecine Orenba, parce que pour nous, dans la tribu, ce qui est important, c'est de suivre le courant de la vie du vivant, d'être en accord et en lien avec l'énergie du minéral, du végétal et de l'animal, et de suivre le courant de la vie par amour de la vie elle-même, tout simplement, par le fait d'honorer, honorer la vie à chaque instant. Respirer pleinement. Mais quelle chance on a d'expérimenter. Rien n'est grave. Tout est à expérimenter. Presque, voilà, relâchez et vivez ce que vous avez à vivre. Rien n'est grave. Donc, nos choix avec la médecine Orenda, c'est de retrouver et de vivre pleinement. En tout cas, retrouver c'est fait. Mais en tout cas, de partager avec vous, de partager avec le monde, en fait, l'amour qu'on a pour la nature, tout simplement. Et donc, on va se rapprocher pour cela, vous le voyez avec les images, hein, des fêtes païennes, des fêtes animistes, des fêtes de la nature et des cycles du féminin, du cycle du masculin et des marées, vous voyez, parce que les marées, ce sont une respiration, un souffle, et puis les lunes, évidemment. Donc là, on est au niveau de en tout cas là où moi j'enregistre cette vidéo, on est au niveau d'une lune noire, mais on sait très bien qu'il y a un cycle. À un moment, on repassera en pleine lune, et puis il y a les demi, et puis on reviendra. On sait qu'on a l'énergie donc de la jeune fille, de la maman, de l'enchanteresse et de la grand-mère, que l'on peut aussi appeler la sorcière, la magicienne. Donc là, aujourd'hui où je vous parle, on est dans l'énergie de la lune noire. Donc la lune noire, c'est la magicienne, la sorcière et la grand-mère. Voilà, qui est une nouvelle lune, on va recommencer un nouveau cycle. Et puis à chaque mois, on recommence un cycle. Et puis à chaque saison, et puis à chaque année, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. C'est l'histoire qu'on a envie de se raconter avec la tribu Orenda. C'est vraiment entrer dans les cycles. Un cycle de naissance, hein, par exemple, quand on accompagne en Blessing Way pour la naissance d'un enfant, et puis ensuite tous les cycles, l'adolescence,
Quand on sort, par exemple, je ne sais pas, moi, quand on est étudiant, hop, un cycle qui se termine, voilà, on fait beaucoup de rituels à chaque fois. Je suis allée un peu loin, mais il y a aussi le cycle des femmes, quand elles deviennent de jeunes filles à femmes. Il y a aussi les jeunes garçons. Et puis voilà, il y a tous ces cycles dans la vie qu'on aime honorer. Et pour la petite histoire, Orenda, c'est quoi? Eh bien, il y a des siècles de cela, les Iroquois, donc les Iroquois, c'est les Amérindiens, enfin, c'est une tribu amérindienne, croyaient en un pouvoir extraordinaire qui animait la nature tout entière. Ils définissaient cette force comme étant une énergie puissante, présente en chaque être humain, poussant ce dernier à vouloir changer positivement le monde ou sa propre vie. Et les Iroquois nommèrent cette puissance, ce soi spirituel s'appelle Orenda. Voilà la jolie petite histoire de Orenda. Donc à toi d'écrire, effectivement. En tout cas, c'est ce que je te propose ici. Hein. Quelle histoire tu choisis de nourrir? Quelle est ta tribu? Et donc pour cela, enfin, en tout cas pour t'accompagner sur ce chemin, eh bien, on va rencontrer tout cela. Et tout cela, c'est quoi? C'est se rendre compte que chaque archétype, hein, chaque individu, a un mode de réaction. Ok? Et globalement, on a réussi à simplifier, hein, c'est un peu simplifié, mais c'est assez juste, qu'on a tendance à réagir par la lutte ou par la fuite. Et toi? Comment tu trouves que tu réagis? Est-ce que tu as tendance, là tout de suite, hein, de toute façon on va aller plus loin hein, dans la réflexion, mais là si tu devais répondre tout de suite, c'est quoi? Est-ce que tu as tendance à fuir ou est-ce que tu as tendance à lutter? C'est quoi ton truc? C'est le combat ou c'est je m'en vais en courant? Eh bien voilà, tout ça c'est de la réaction. Et la réaction de lutte ou de fuite est une manifestation psychologique qui est provoquée lorsqu'on se sent menacé physiquement. Encore une fois, je te rappelle, l'archétype, le masque que l'on vient porter, ce sont des états pour se protéger, parce qu'on se croit en danger. Et je dis bien, on se croit en danger. Alors, parfois, il y a vraiment danger, mais souvent, ce sont des types réactionnels. Et donc, l'exercice, effectivement, que je te propose, c'est de faire une liste de tes réactions de fuite et de tes réactions de lutte. C'est-à-dire, faire une liste de quoi? Eh bien, à quel moment tu fuis? Et à quel moment tu luttes? Et là, ça va vraiment t'aider à répertorier déjà comment tu as une tendance à réagir, quand est-ce que tu fuis, quand est-ce que tu luttes. Et au-delà, après, tu pourras te dire, ah, bah, peut-être que je fuis vachement plus que je ne lutte. Ou inversement. En tout cas, ça va vraiment t'aider à préciser et aller encore plus loin dans la compréhension de toi-même, évidemment. Et une fois que tu auras cette compréhension équilibrée de toi-même, eh bien, tu pourras l'observer chez les autres. Donc, le petit croquis. Eh bien, on a la fuite. La fuite, ça peut être un personnage qui dit « Courage, fuyons !» Ou alors la lutte. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Ou encore l'inhibition, faire le mort. Alors là, ça me fait penser à des animaux. Peut-être toi aussi, tu peux imaginer des animaux en réaction. Comment elle s'appelle? Il y a une petite souris, la musaraigne. Oh, la musaraigne, elle fait l'inhibition super bien. Je ne sais pas si vous avez déjà connu une musaraigne, mais elles sont juste formidables. Si vous creusez, vous faites un jardin, vous voulez planter un arbre, je ne sais pas, et paf, vous tombez sur une musaraigne, vous verrez, elles font le mort. Elles ne bougent plus. Et c'est juste extraordinaire parce que leur façon de réagir, c'est OK, je fais le mort. Comme ça, je bouge plus. Si je bouge plus, j'attire plus l'attention. Si j'attire plus l'attention, on m'oublie. Si on m'oublie, je suis sauvée. Et donc, aux premières occasions, elle s'en va.
Elles sont vraiment formidables, ces musaraignes. On a la lutte. J'ai pas d'animal qui me vienne avec la lutte. Le lion, peut-être. La lionne, parce que c'est la lionne en général qui va chasser. Je vais même pas, ouais, elle est pas vraiment dans une lutte, hein, elle est dans l'attaque, donc c'est encore différent. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre l'attaque et la lutte. La lutte, ce serait quelqu'un qui se bat, hein. Mais bon, peut-être que l'attaque, ça peut être pas mal parce que pour elle, c'est une solution de survie. Elle sait que si elle attaque, elle y arrive et que si elle y arrive, bah là, à manger pour toute la famille. Je garderai ça pour ce soir. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas à me les donner, hein. Ça marche? La fuite, eh ben, il y en a pas mal, hein. Justement, c'est pour ça que je pensais à la lionne. Il y a les antilopes, par exemple. Courage, fuyons. Mm. D'ailleurs, vous savez pourquoi souvent l'antilope, elle se fait attraper par la lionne ou le lion? Et ben en fait, la petite histoire, c'est que ce qui se passe, c'est quand il y a un lion qui attaque, la lionne, l'antilope, elle a tendance à bloquer la respiration, elle va faire et donc au moment où elle est censée repartir, elle a plus d'air parce qu'elle a fait et là, elle doit courir, mais elle fait donc elle se vide. En vrai, si elle fonctionnait à l'envers, l'antilope, elle se sauverait un peu plus la vie. Je vous la refais. Le lion est là. Elle, au lieu de faire donc plus d'air, elle va plutôt faire l'inverse. Elle va faire et là, quand le lion arrive, elle a plus de force dans l'inspire pour repartir. Voilà. Mais en fait, voilà, comme l'antilope fonctionne à l'inverse, eh ben, ils se font un peu plus attraper. C'est l'histoire de la vie, hein. On va pas refaire ça en un rendez-vous. Et puis voilà, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour revenir à cette fuite et à cette lutte, sortir de mes histoires d'animaux, et je vous invite encore une fois, hein, c'est pour ça que je vous raconte toutes ces histoires, à vous dire, est-ce que je suis plutôt du type à me dire courage, fuyons, ou est-ce que je vais me dire, bah voilà, la meilleure des défenses, c'est l'attaque, ou est-ce que j'ai tendance à faire le mort, à me rendre invisible. Donc je vous laisse noter tout ça et on en reparle bientôt. Ici, un petit tableau, ben voilà, encore des animaux. Donc le calme. Le calme, eh bien, c'est l'activation de l'action. On est serein et on est en possession de tous ses moyens quand on est calme. Parce que, encore une fois, si on revient à la respiration dont je vous parlais, quand on est calme, on a une tendance à avoir une respiration qui est plutôt équilibrée. Et si il y a quelque chose qui se passe, eh bien, on ne se sent pas attaqué. Donc, en ne se sentant pas attaqué, on ne se sent pas en nécessité de réagir. On est juste en observation de ce qui se passe. Et en étant en observation de ce qui se passe, on est un petit peu détaché émotionnellement. En étant détaché émotionnellement, ben on n'a ni besoin de fuir, ni besoin de lutter. On est juste là. Parce que, je reviens sur cette phrase, ce qui est, c'est tout. Il n'y a rien de personnel. On dit ça dans les 4 accords Toltec, ne prends rien personnellement. Pas mal à méditer ça, hein. Et donc voilà, les positions de stress, vous pouvez les voir sur l'écran. Eh bien, on va avoir la fuite qui va générer de l'anxiété et donc de l'agitation. On va avoir un stress généré par la lutte parce qu'il y a quelque chose qui est tout le temps en susceptibilité et en colère, en réaction. Et puis l'inhibition qui va potentiellement pouvoir amener au découragement et donc à la déprime. Voilà pour ces petites réactions qui prennent beaucoup de place dans nos vies parfois. Alors, on continue. Et donc l'humain, évidemment, peut couper ou suivre, peut choisir en tout cas. Donc la fuite, ce que je dis, c'est que la tétanie, c'est aussi une fuite. Okay, donc même si vous êtes vous ne bougez pas, et c'est une forme de fuite. C'est une fuite à l'intérieur de soi quand il y a une tétanie, une crispation, ou la lutte. Eh bien, tout ça, c'est égal à une résistance au flux de la vie qui vous pousse vers l'avant. C'est comme si
vous résistiez au courant de l'eau. C'est-à-dire que la vie se passe et voilà, fuite, lutte, je me crispe et donc, je sais pas, là, j'ai la vision d'un bloc qui est sur l'eau, hein. Donc c'est un peu moins agréable que de flotter tranquillement, hein. Et donc, dans la vie, il n'y a pas d'avance, hein. Qu'est-ce que j'ai écrit? Dans la vie, il n'y a pas d'avance, il faut avancer, hein. C'est le rythme de la vie. Et donc, tout ça, cette fuite et cette lutte, sont égales à la réaction égotique. Et donc, je ne veux pas m'effacer et vivre dans ce flot de la vie. Donc, c'est trouver cette respiration, trouver cette nourriture qui va vous permettre de vous libérer et de vous laisser porter par l'énergie de la vie. Parce que fuite et lutte, ça va vous créer des distorsions sur les déséquilibres émotionnels et mentaux. C'est vraiment lié. En lien aux passions. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Je vous fais un rappel après. Voilà, les passions de chacun d'entre nous, qui va donner des états de passion. Et vous vous rappelez, passion, c'est les souffrances. La passion, ça peut consumer. Je reprends souvent ça au niveau de l'énergie de l'été, l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est l'élément du feu. Et l'élément du feu, vous savez, hein, le feu, s'il est trop, ça consume, ça brûle. Ça va brûler toute l'énergie du cœur, toute l'énergie du corps, toute l'énergie émotionnelle. C'est-à-dire que le cœur, c'est l'émotion de la joie. Okay, mais sauf que si c'est une joie qui est trop puissante, trop wouhou, en fait, ça fait quoi? Ça consume. Ça consume l'individu et ça consume les gens autour. Parce que ça peut fatiguer, ça peut être trop intense. Et à l'inverse, le feu du cœur, s'il n'est pas assez alimenté, il va s'éteindre, hein. C'est comme un feu de la vie. Donc l'idée ici, c'est de trouver la juste mesure. Donc, quand je vous parle de ce feu, c'est la passion. Trouver la juste mesure et pas entrer dans un état passionnel qui va donc vous consumer. Et voilà, donc la passion est en lien, hein, dans la religion, en tout cas, au péché. Donc le péché, voilà, c'est l'Évêque Le Pontique, hein, en 346-399, qui est un moine du IVe siècle, ayant vécu dans le désert d'Égypte, et il fut le premier qui systématisa la pensée ascétique chrétienne et qui donc nomma la passion comme étant un péché. La passion qui vient donc de tout ce que je viens de vous décrire. Et ici, on retrouve en bas donc chaque archétype, donc de 1 à 9, avec la passion exprimée. Et l'état, donc oui, ça exprime un état affectif déséquilibré. Et voilà les tendances réactionnelles qu'auront chaque archétype face à cette passion qui vient nous consumer. Okay, donc, chez l'archétype 1, c'est la colère qui va le consumer. Vous vous souvenez, hein, il n'a pas du tout envie d'être en colère, l'archétype 1. Mais des fois, c'est plus fort que lui. Vous vous souvenez de cette phrase? C'est plus fort que moi. Le 2, et c'est parfois inconscient, hein, évidemment. Je parle de l'inconscient surtout pour l'archétype 2. Il n'a pas forcément conscience que sa passion, c'est l'orgueil. Okay, le 3, le mensonge. Le 4, l'envie. Le 5, l'avarice. Le 6, la peur. Le 7, la gloutonnerie. Le 8, l'excès. Et le 9, la paresse. Je vais revenir, par exemple, sur l'exemple de l'archétype 7, la gloutonnerie. Moi, j'ai rencontré des gens que j'ai accompagnés qui me disaient oui, mais la gloutonnerie, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Ou alors qui se disaient oui, mais moi aussi, j'adore le chocolat, moi aussi. Oui, alors chez l'archétype 7, ça a une particularité. La gloutonnerie, oui, ça peut être alimentaire, ça peut être, mais ça peut être aussi dans la lecture. Ça peut être beaucoup, beaucoup de lecture. Voilà, il a tendance à en faire beaucoup. Donc voilà, un petit détail que je vous précise
par expérience. Et puis évidemment, n'hésitez pas à noter dans votre cahier les petites questions que vous auriez par rapport à ces passions. Et on en reparle évidemment. Je continue. La proposition. Donc, trouver le vice pour se diriger dans le sens de la vertu. Évidemment, c'est ce qu'on va chercher à faire ici avec la médecine Orenba. Pour tenter de faire attention au vice et ne pas permettre au poison de se répandre. Okay. Donc, pleine expression de l'ego, c'est aussi se flageller en se nourrissant de ah oui, non, là c'est bon, on va les observer et on va les rencontrer. Donc on y va, alors que l'on sait que ce n'est pas bon. Alors appel à la tentation, comment je résiste? Donc nos croyances inculquées sont aussi des tremplins à nos envies et notre potentiel parfois inexploité. Il y a des choses en fait qu'on va observer dans l'accompagnement et vous dans vos vies évidemment. Vous allez observer des chemins et puis vous allez observer des possibilités d'ouverture pour, comme on parle en alchimie, comme pour transformer le plomb en or. Il y a un cheminement. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, bah ça je connais, ça je connais, ça je connais. Ah ça me parle bien, mais j'ai jamais encore expérimenté. Bah, ça va venir. Encore une fois, petit pas, on y va. Et une fois qu'on aura bien identifié toutes ces étapes, en fait, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et encore une fois, moins crispant. Donc, je vous ai proposé ici une image avec la représentation des 7 péchés capitaux qui sont aussi existants dans nos cultures et dans notre compréhension de nous-mêmes. Vous pouvez vous poser cette question, je vous la pose aussi, écrivez bien dans votre carnet, ce qui vous touche, ce qui vous parle, ici et maintenant. Par exemple, dans les 7 péchés capitaux, on va retrouver l'envie, la gourmandise, la paresse, la colère, la luxure, l'orgueil et l'avarice. Ok ? Vous pourrez déjà constater qu'il y a quelques adjectifs qui correspondent à certains archétypes. Évidemment, c'est le but du jeu. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est d'aller un peu plus loin encore une fois. Dans l'envie, on va retrouver la forme de l'impatience, la jalousie et la convoitise. Est-ce que vous vous sentez dans ces énergies-là? Ou alors, la gourmandise. Est-ce que vous vous retrouvez dans le plaisir des sens, de tous les sens, l'accumulation des savoirs, des connaissances et la délicatesse? Est-ce que ça vous parle? Ou sinon, la paresse, la facilité, la lenteur, la négligence. Est-ce que c'est vous? L'avarice? Est-ce que les économies? Est-ce que l'usure, la perte et la casse, ça vous touche? L'orgueil? L'amour-propre, la gloire et le succès? Est-ce que c'est important pour vous? La luxure, donc l'excès, la sensualité et les vices, est-ce que ça vous attire? Et la colère, l'effervescence, la fougue et la vengeance. Est-ce que voilà, vous trouvez des parallèles avec tout ça? Peut-être vous pouvez voir un peu partout, tout est OK. Donc je laisse le temps d'observer tout ça chez vous. Et aussi, quand je vous dis quelle histoire je veux me raconter, ben voilà, vous pouvez faire un point aujourd'hui, maintenant, sur ah ouais, j'ai souvent réagi ou fait des choses comme ci ou comme ça, ou été comme ci et comme ça. Ok, aujourd'hui, je suis ici. Qu'est-ce que je veux nourrir maintenant? Et ce que vous voulez nourrir ici et maintenant, vous allez l'amener vers l'après. Ok? On continue. Donc voilà, trouver les vertus. Donc encore une page un peu historique, encore une fois pour nommer la culture d'où l'on vient.
en tout cas ici en Europe. La philosophie de la médiété, la voie du milieu. Donc la théorie de la vertu classique en Grèce, et notamment chez Aristote, qui fait de toute vertu un juste milieu entre des excès contraires. Donc Aristote, 384-322 avant notre ère. C'est un philosophe grec de l'Antiquité. Il est avec Platon, dont il a été le disciple à l'Académie, l'un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Il est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de la connaissance de son temps. C'était un curieux, je crois. La biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la poétique, la politique, la rhétorique, l'éthique et de façon ponctuelle, l'économie. Chez Aristote, la philosophie à l'origine est pour lui l'amour de la sagesse. C'est d'ailleurs ce que l'on apprend dans nos cours de philosophie au lycée. L'amour de la sagesse, philosophie. Elle est comprise dans un sens plus large comme recherche du savoir pour lui-même, de l'interrogation sur le monde et les sciences des sciences. Donc encore une fois, quand je vous parlais tout à l'heure de reconnaissance iconographique, voici donc en bas quelques images sculpturales et picturales. Ici, on a Aristote et ici, on a Platon. Voici comment ils sont représentés et vous pouvez voir le tableau. Donc là, ici, c'est une image agrandie de leur portrait ici au centre que vous pouvez observer plus ici d'ailleurs avec des alcôves. Et dans les alcôves, on peut voir que derrière eux, il y a le ciel bleu avec quelques petits nuages. Voilà. Si vous voulez plus de détails, évidemment, je peux vous accompagner aussi là-dessus. La petite page historique. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'homme peut couper ou peut suivre. On revient aux passions et au chemin surtout de libération, au chemin de liberté et comment trouver les clés. Donc, qu'est-ce qui est plus fort que toi? On en a déjà beaucoup parlé, hein, évidemment. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. C'est comme ça que je réagis. Chaque fois, je me fais avoir. Donc voilà, est-ce que j'ai la capacité de résister à la tentation, à mes habitudes fonctionnelles et réactionnelles? Parce que vous connaissez cette phrase, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc voilà, tous ces textes, hein, ils ont quelque chose à nous transmettre, même s'ils ont été mal utilisés parfois. C'est comme toute chose, hein, comme cet outil de l'archétype Enneagramme Orenda. C'est un outil qui est merveilleux. Maintenant, c'est comment on va utiliser les outils. Et encore une fois, où est-ce qu'on choisit de cheminer? En tout cas, cette phrase peut nous aider, évidemment. Comment je n'entre pas en réaction? Comment je nourris l'être global que je suis? Donc, développons notre courage dans l'adversité. Les passions sont puissantes et donc attention de ne pas les négliger. Hein, la passion, je vous ai dit, c'est comme un gros chauffe-eau qu'on met en route, ça nous emporte. Donc l'issue pour se hisser vers le haut, vers l'ouverture et l'accueil de ce qui est, vers l'oxygène, eh bien, justement, c'est la respiration. C'est OK, je fais une pause. Et le recul. Donc, vous avez vu, je le fais automatiquement. Ça, c'est le langage du corps. Donc, on va prendre un temps, prendre une pause. Et voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez faire et relâcher. OK? Voilà. Qu'est-ce que je souhaite nourrir? De quoi me suis-je nourrie ou laissée nourrir depuis longtemps? Et donc, quels sont mes choix libres et individuels aujourd'hui? Et qu'est-ce que je souhaite alimenter en moi, dans mon quotidien,
Qu'est-ce que je souhaite alimenter avec moi dans la forme relationnelle et dans ma relation évidemment avec l'autre. Ok. Parce que l'autre, souvent voilà, on va parler de l'autre, donc l'autre être extérieur, hein, la famille, etc. Mais l'autre, c'est aussi nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'autre en nous-mêmes avec qui on va discuter. Vous voyez la parabole? Comment je discute avec moi-même, voilà, c'est comment je discute avec toutes ces énergies en moi. Et comment je vais discuter avec toutes ces énergies en moi va m'amener à discuter autrement avec les êtres autour de moi et au-delà. Petit pas, petit pas. Ah oui, on va regarder ça ensemble. Donc l'homme, encore une fois, peut couper ou suivre. On reprend chaque archétype. Donc la passion, on va le retrouver en orange. Le chemin de libération, on va le retrouver en vert. Et le moyen de se libérer, on le retrouve en magenta rose. Pour l'archétype 1, sa passion, c'est la colère. Son chemin de libération, c'est le renoncement et l'acceptation. Ok, je ne suis pas obligée d'être parfaite. Ok. Et grâce à cette phrase, il va nourrir la sérénité et la patience. On va aller encore plus loin après. Je vous souhaite là d'avoir l'image de l'étoile à 9 branches. Je vous donne un exemple. L'archétype 1, vous voyez, il est en lien avec l'archétype 7. Enfin, il est dans l'autre sens. Avec l'archétype 7. Et l'archétype 7, vous savez, c'est l'épicurien. C'est celui voilà, qui est joyeux. Eh bien, l'archétype 1, s'il va chercher l'énergie de l'archétype 7, il va pouvoir trouver cette forme de renoncement, d'acceptation et ainsi nourrir la sérénité et la patience. Voyez. Donc en fait, chaque archétype qui est en lien avec les autres dans cette étoile à 9 branches va pouvoir trouver des piliers. Okay, et c'est peut-être naturellement celui qu'il aura choisi, c'est-à-dire, vous vous souvenez, les ailes, ou parfois, on ne sait pas des ailes qui vont l'aider. Ça dépend, on est tous très différents. En tout cas, voilà pour l'archétype 1, un exemple. Pour l'archétype 2, l'orgueil, c'est sa passion. Et donc, son chemin de libération, ça va être la modestie et l'effacement, c'est-à-dire peut-être laisser l'autre parler avant lui. Et cette liberté, ça sera l'humilité. Parce que, souvenez-vous, l'archétype 2, il a tendance à dire « Moi, je sais ce qui est bien pour toi, mets un pull, j'ai froid. Okay » Donc voilà, ça se manifeste une grande capacité à offrir à l'autre, l'inflation de soi, j'aide l'autre et je n'ai pas besoin, moi, d'aide, etc., etc. Donc voilà, apprendre la modestie et l'effacement. L'archétype 3, sa passion, c'est le mensonge, même inconscient. Le chemin de libération, c'est la retenue. Et ça va lui amener la liberté de la vérité. Et de la vérité, pas uniquement avec l'extérieur. On revient toujours à l'intérieur. C'est surtout une vérité avec lui-même. Et je le rappelle ici, c'est très important. L'archétype 3 a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Ok. Et ça fait partie d'une des vérités qu'il a besoin de comprendre. Pour l'archétype 3, je suis avant de faire. Okay. Et donc, la passion du 4. La passion du 4, c'est l'envie. Et donc, son chemin de libération, c'est l'autosuffisance, c'est ne pas être envieux. Et c'est se contenter de ce qu'il y a. Et donc, c'est aussi ne pas rentrer dans ce schéma habituel de bouderie. Mais même de bouderie, de bouder avec lui-même. Hein. Oh, je me boude, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, de ne pas être dans cette énergie-là. Et donc, ça va lui permettre d'être dans une équanimité.
Et encore une fois, l'archétype 4, hein, il a tendance à s'identifier beaucoup trop à ses émotions. Donc vraiment, essayez de détacher tout ça. Et donc, le 4 cherche encore une fois son identité. Et ça se manifeste souvent dans la comparaison. La passion du 5, l'avarice. Eh bien, son chemin de libération, c'est la prodigalité. Donc, ça veut dire donner beaucoup d'informations. Donner plus, en fait. Donner plus aux autres. Plus de paroles, plus de partage, plus de rencontres. Ça va vachement l'aider. Et donc, évitez donc de noyer le poisson, hein, et de donner un petit peu d'informations. Donnez tout. Donnez tout. De toute façon, il y a toujours des choses. Et donc, voilà, sa liberté, ça sera le désintéressement. Pas faire les choses pour quelque chose, mais donner, juste donner. Parce que l'archétype 5 s'exprime volontiers de ne pas vouloir perdre son temps, donner peu d'informations et d'affection, juste le strict nécessaire, hein, pas plus. Et il est à l'inverse de cet archétype qui va avoir le don de soi extraverti. Lui, il va garder à l'intérieur parce qu'aussi il a peur de ne pas savoir maîtriser, non pas le fait qu'il donne, mais quand il donne, vous voyez bien à mon corps, quand il donne, il l'ouvre. Ok ? Et en fait, quand il ouvre, il a peur d'être envahi. Donc lui, il donne pas comme ça, il n'ouvre pas. Et s'il n'ouvre pas, il n'est pas envahi. Vous voyez ? Un peu, on peut imaginer comme sur un canal, quand il y a l'eau qui passe. Hein, vous savez, l'eau est une grande force. S'il est comme ça, son barrage est fermé. S'il donne un peu, son barrage s'ouvre. Hein, pensez au poisson. Il donne du poisson à la rivière. Oui, mais la rivière, elle vient l'englober. Et ça, il n'en veut pas. Donc, hop, il garde ses petits poissons pour lui tout seul. Donc, voilà la tendance que peut avoir l'archétype 5. J'espère que vous avez compris l'image. Sinon, je vous réexplique à un autre moment, évidemment. L'archétype numéro 6, c'est l'excès de peur. Vous vous souvenez, hein, il y a un dinosaure à la fenêtre, ah non, mais si je pars en voyage, je vais oublier ça, etc. etc. C'est vraiment retrouver le calme pour l'archétype 6, qui est donc dans la passion de l'excès de peur. Donc son chemin de libération, c'est la témérité sans mesurer le danger. Et donc sa liberté, c'est le courage, oser être courageux, mais prudent. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit, le 6, par excès, peut aller chercher l'inverse, se faire très très peur. Donc, ils ont conscience de leur peur, parfois excessive, et ils se protègent des événements extérieurs, alors que voilà, il doit se protéger essentiellement de lui-même et de ses pensées. Hein. Vous savez, il fait partie du royaume mental. L'archétype 7, sa passion, la gloutonnerie. Donc, son chemin de libération à lui, ça va être à apprendre l'austérité et à essayer de ne pas être que trop austère non plus. Et donc, de se mettre des limites. Ça, et c'est nécessaire pour un archétype 7. Et donc, sa liberté, c'est la tempérance. Vous savez, trouver la tempérance. Et donc, ça a tendance à se manifester dans les plaisirs, la jouissance. Sa passion semble agréable. Elle semble, hein, je vous rappelle. Il a l'impression qu'en se consumant, il est bien. Mais en fait, il est en train de brûler sur un chaudron de sorcière, vous voyez. Et donc, voilà, la manifestation de l'excès dans le tout. Et 6 conflits, là, c'est à peu près sûr, l'archétype 7, il fuit. Il fuit l'ennui et il trouve toujours des compensations et il a peur d'être privé. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à identifier votre archétype parce que cet archétype-là, il a vraiment tendance à être dans la fuite. Là, j'ai une image qui vient, mais par exemple, le cheval. Hein, le cheval, la meilleure attaque du cheval, c'est la fuite. Okay. L'archétype 8, sa passion, l'excès. Le chemin de libération, le puritain et la sobriété. Sa liberté réside dans la simplicité. Et donc, ils ont conscience de leur excès, les archétypes 8. Mais vous vous rappelez, hein, ils font ça
parce qu'ils ne veulent pas observer leurs faiblesses. L'archétype 9, sa passion, la paresse. Le chemin de libération, l'hyperactivité. Et donc, la liberté, c'est l'équilibre et la simple activité. Donc voilà, il y a une jauge à trouver, il y a un équilibre à expérimenter pour chacun. On continue? La vertu. Alors, la vertu, c'est la direction du mouvement de la vie. Vous vous souvenez? La rivière. L'expression du mouvement pour chacun des êtres vivants de l'énéagramme. L'expression d'une liberté, la volonté de choisir le mouvement de la vie, la respiration. La vice est donc bien différente de la vertu. C'est une forme de dualité et de paradoxe. Le libre arbitre, c'est ce que l'on cherche. La vertu, c'est l'équilibre, ne pas succomber. Le vice, c'est tomber et nourrir la passion, qui est un état affectif déséquilibré. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vertu n'est pas innée. C'est pas, oui, bah voilà, je veux être vertueux. Ben, c'est pas si simple. Ça se travaille. Et c'est pour ça que je vous dis cheminer, caminar. La vertu, c'est le fruit de la liberté. Et ça s'affûte. Ça se polit. Ça se travaille. C'est un effort qui est consenti, qui est conscientisé, qui dit OK, je vais sur le chemin. Vous savez, on en parle souvent en alchimie, le bâton du pèlerin. Je m'engage sur le chemin, par exemple de Compostelle. Je chemine, hein, je vais en avant, étape après étape. Et donc, je fais ce choix conscient et je le dirige au quotidien pour l'intégrer petit à petit. C'est pour ça qu'on propose aussi souvent de méditer 3 minutes par jour, au même moment, par exemple au réveil ou au coucher. Et en fait, c'est répéter, 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 répéter pour que ça devienne un état d'être, tout simplement. Et après, vous n'aurez plus besoin de, entre guillemets, vous obliger à méditer 3 minutes par jour. Parce que vous aurez envie de le faire, parce que vous sentirez les bienfaits. Donc peut-être vous méditerez 5 minutes, 10 minutes, peut-être davantage. Et à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de le faire par obligation. Est-ce que vous serez en conscience à 100%? C'est comme si vous seriez en méditation 24 heures sur 24. Et je vous assure que ça fait beaucoup de bien d'être en conscience. 24 heures sur 24, c'est tout léger. Mais pour cela, effectivement, il y a des expérimentations, des expériences à faire. Et il y a quelque chose qui dit que c'est jamais acquis, hein. C'est toujours un chemin de construction vers soi. Toujours un peu plus. Mais ça va le faire, hein, petit pas, petit pas. Alors, je vais un petit peu couper l'écran, comme ça vous allez pouvoir faire l'exercice prochain. Alors, je l'ouvre. L'exercice. Je vous invite donc à fermer les yeux. Et donc, évidemment, en fermant les yeux, hop, je vais vous inviter. Alors, attendez, hop. Je change la galerie. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est ici. Pouf. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à prendre position confortablement, le corps bien posé, les pieds sur le sol ou le corps allongé. Je vous invite à sentir votre respiration et sentir le mouvement de votre respiration. Sentir l'inspire et relâcher l'expire.
Je sens les veines dans mon être qui respirent la vie et font circuler l'énergie. J'inspire et j'expire. Depuis l'intérieur, au centre de l'origine de mon âme, jusqu'à l'épiderme, je respire. Vers l'extérieur, je m'exprime et je m'ouvre pleinement. Mon paysage de vertu au travers de la conscience philosophale, où le tout s'exprime invariablement. Dans toute la créature de mon existence, j'exprime la prudence, la tempérance, la force de mon âme et la justice. Car ainsi, je grandis et me libère de mes masques trop lourds. Je respire. Je m'élève. Je crois. Je me libère comme un oignon. J'enlève mes robes de protection pour pouvoir me guider et savourer chaque espace de mon être profond qui s'exprime alors. Je crois, je prie, je rêve, j'inscris, je nourris toutes les vertus qui m'aident et me soutiennent. Je danse avec la foi, avec l'espérance, la charité, la tolérance, la bienfaisance. Je respire avec la solidarité, le savoir, la franchise, le dénouement et la pureté, sans jamais me faire dévorer par mes vices. Ou un peu, parfois, histoire de me souvenir de l'équilibre et de la sécurité. Et surtout, je laisse naviguer les flots du mouvement perpétuel. Mon ouvrage quotidien s'articule délicatement auprès de mon cœur, amour, gratitude à la vie qui vibre en moi, à mon tambour céleste qui sonne éternellement ma quête de plénitude et de sérénité. Ah oh, merci. Je m'aime et je m'accepte avec tous les éléments qui me composent. Je suis. Ce qui est, est. Tout est là. Maintenant. Je n'ai plus besoin de masque. Je suis parfaite. Je suis libre d'être. Et je t'invite à mobiliser les doigts des pieds, les doigts des mains. Je t'invite à sentir comment ça se passe à l'intérieur de toi et à prendre une grande inspire et peut-être à t'étirer.
Et voilà, ressentir ce qui se passe en toi. Peut-être à prendre quelques notes, à écrire ce qui te vient après la lecture de ce texte. Et on va reprendre pour un autre exercice. Je te partage l'écran à nouveau. Voici le deuxième exercice sur ton carnet. Je t'invite donc à prendre ton crayon et ton papier. Et là, après, c'est parti. On ne réfléchit pas, on y va, on fonce. Je vous invite pendant 5 minutes à écrire. Vous réfléchissez pas, hein, vous écrivez sans vous arrêter. Vous réfléchissez surtout pas. Vous laissez votre main écrire, votre cœur écrire au travers de vos doigts, comme le fait un graphiste, comme la circulation du chi jusqu'au bout de vos doigts. Et vous pouvez même fermer les yeux hein, pour écrire. Et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Et vous écrivez ce qui vous vient tout de suite maintenant. Des mots, des phrases, des dictons, des chansons, un peu et passez à autre chose surtout. Vous attachez pas à ce que vous venez d'écrire. Hein. Écrivez des mots, des mots, des mots. Je sais pas quoi. Si vous savez pas quoi écrire, vous écrivez je sais pas quoi écrire et j'écris et je tiens mon crayon et voilà. Et vous y allez maintenant. Voilà. Je vous laisse écrire pendant 5 minutes. Et vous pouvez mettre pause hein, sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour écrire vos 5 minutes. Alors, je reprends la vidéo. Si vous n'avez pas terminé, vous avez encore le droit à 4 minutes. Donc, vous pouvez mettre pause et on continue. Voilà, maintenant, pour la suite de l'exercice, mais je vous invite à surligner les mots-clés et transformer, écrire une phrase positive en mentor ou en mantra. Et puis, bien, on en parlera ensemble de cette phrase, de ce mantra, de ces mots-clés qui sont venus spontanément. Et je suis assez curieuse de voir ce qui est venu pour vous, de savoir comment s'est passé l'exercice. Et voilà, j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, prenez le temps de cet exercice. Euh, et voilà, surlignez les mots et écrivez votre mantra. On en reparle bientôt. Je continue. Donc voici les idées supérieures. On va le rencontrer pour chaque archétype, ce qui va permettre à chacun évidemment de se libérer, de trouver les voies et les clés pour cheminer. Donc les idées supérieures, c'est quoi? C'est les idées pour se détacher de nos masques, de ce qui est souffrant, puisque voilà, c'est notre repère depuis toujours. Vous savez, quand je vous dis c'est plus fort que moi, ça fait partie des idées supérieures. Un exemple. L'énéatype 3, il est attaché à la récompense. Vous savez, il traverse un pont, il monte une échelle, il a un bonbon. Hein. Il fait quelque chose, alors rappelez-vous du verbe faire pour l'archétype 3, il fait quelque chose, il a une récompense. C'est très important pour lui. Il est attaché à ça. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à faire sans recevoir de récompense. Et c'est très difficile pour lui, parce qu'il perd ses repères. Ne pas avoir de récompense, pour lui, c'est comme s'il n'avait pas bien fait. Et ça, c'est un schéma de croyance. Donc, apprendre à se libérer de ses idées supérieures. L'énéatype 4, voilà,
C'est un individu qui a tendance à construire sa prison. Vous savez, il a tendance à aller bouder dans son espace et à s'enfermer à l'intérieur. Donc en fait, il a une tendance à jouer un rôle dramatique de dramaturgie. Et il adore penser que l'on va venir le chercher. Il y a un conte qui a été écrit où il y a une princesse qui est enfermée dans un donjon et qui laisse tomber ses cheveux tout le long de la tour pour que son bien-aimé vienne la sauver. Je crois que c'est Ray Spons, je ne sais plus. En tout cas, voilà, l'idée ici, c'est comment cette princesse peut trouver les solutions par elle-même et ne pas rester enfermée dans cette prison. Donc voilà, offrir sa limite aux autres, offrir sa limite à soi, à Dieu, à plus grand que soi. Et savoir dire, je suis limité, je n'y arrive pas. Pour pouvoir venir toucher la carte de la transformation, voire même encore mieux de la transmutation. Okay, parce que la transmutation va aller chercher les ressources que l'on a pour transmuter vers quelque chose de nouveau, alors que la transformation va détruire l'ancien pour construire le nouveau. Donc je pense que je vais rectifier cette fiche pour vraiment aller nourrir cette transmutation que l'on va retrouver d'ailleurs dans la carte numéro 13 du tarot. Donc, je suis amour, je suis vérité, je suis absorption universelle, je suis l'unité et je suis le tout. Ok? Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Revenir à l'essence. Ce qui est, est. Okay? Et donc, revenir à ça, c'est la mort de la personne. Vous vous souvenez, la personne, le personnage, l'ego, que l'on croit être. La mort est multiple et constante. Dans le mouvement de la vie, comme le yin, comme le yang sont unis. C'est ni bien ni mal, c'est pas duel, c'est les deux à la fois. Comme la nuit et la mort d'un jour nouveau, ou comme chaque hiver et la mort du prochain printemps. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc à nous de trouver notre rythme, à nous de trouver ces cycles et pouvoir les comprendre pour comprendre nos réactions, nos émotions, etc. Si vous reliez vraiment à l'énergie de la mer, vous allez vraiment pouvoir trouver un dialogue. Donc à nous de perpétuer ce cycle de vie, ce que l'on fait avec la médecine Orenda, et ne pas nous enfermer dans la rigidité d'un système qui est malade, comme parfois celui de certaines sociétés. Ok. Donc, quand tout va bien, eh bien, respirez à travers cet état de bien-être. Vous avez le droit d'aller bien. On a le droit, et c'est même vital, d'être bien. Et donc, apprendre à le nourrir. Tiens, ouais, ça me fait du bien. Et ça vient nourrir ce que j'ai envie de me raconter dans ma vie. Eh bien, j'y vais. Et donc, expériencier ces états, multipliez-les. Dès que vous avez des blocages, dansez. Mettez en action, mettez en mouvement et riez. Donc la vertu, c'est ce qui va élever. C'est ce qui est différent de la passion qui va vous faire souffrir et vous étouffer. Donc sur le plan mental, vous avez les idées supérieures qui sont les fixations. Et donc, en ayant des fixations, vous avez des pertes de souplesse et donc vous avez des rigidités qui sont très, très exprimées et caractérisées en particulier chez les énatypes 1 ou chez les énatypes, encore une fois, qui sont en lien avec l'énergie du 1, en termes de crispation, par exemple. Donc, nos tendances à nourrir notre énéatype, bien, c'est quoi? C'est voir toujours la même chose, c'est-à-dire réagir toujours de la même façon sans, encore une fois, prendre du recul et de la respiration. C'est chercher nos présupposés sur le monde, c'est-à-dire nourrir toujours ce que voilà, ça fait des années que je pense comme ça, je ne changerai pas. Posez-vous ces questions. Dans la vie, on va chercher des expériences qui vont valider nos croyances à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi ça se passe toujours comme ça pour moi. Ah ben oui, mais peut-être que c'est justement en lien avec ces croyances et ces schémas. Ok? Donc voilà, on va perdre l'objectivité sur la vie. Et donc si on n'est pas sur un terme d'objectivité, on va être sur un terme de subjectivité. Donc le mode objectif est différent du mode
subjectif et donc va être une tendance à être déformé. Le mental déforme et utilise la vie pour renforcer l'ego. Et encore une fois, cela ne concerne pas uniquement les archétypes du royaume du mental, puisque nous sommes tous interconnectés et que nous allons chercher des sources un peu partout. Il y a des archétypes chez qui on va être dans une forme d'intégration, de désintégration. Vous vous souvenez, il y a les ailes. Tout ça, ça fait partie des masques et des habitudes réactionnelles que nous avons prises. Je continue. Petit récapitulatif. Donc, les archétypes 2, 3 et 4, qui sont dans le royaume émotionnel, se nourrissent à la fois des expériences passées et des expériences futures pour être en état de réussite. J'ai réussi ça, je vais réussir ça. L'archétype 5, 6, 7, royaume du mental, se nourrissent à déformer le futur. Donc, force et faiblesse de cette vision future, tout à la fois. Ah non, la galère, demain, nanana. Ou alors, ah génial, demain. Voilà, ça c'est des histoires qu'on se raconte. Donc, ils peuvent concevoir la notion de spiritualité divine. Les animaux, eux, sont au présent. Donc, ça peut faire beaucoup de bien aux archétypes 5, 6, 7 d'avoir des animaux, parce que les animaux, ils sont au présent, ils ne sont pas au futur. Quand vous dites à un animal, bon, bah demain, on va faire ça, pour lui, il entend maintenant, on va faire ça. Et c'est de l'expérience avec les animaux. Donc voilà, pour ne pas être que dans le mental, il faut travailler l'ancrage au niveau du cœur. Donc au niveau du cœur, on peut savoir que les archétypes en lien avec le cœur, ce sera les archétypes émotionnels. Donc peut-être que les archétypes du mental peuvent trouver des ressources dans les archétypes 2, 3 et 4. Et encore un petit aparté, peut-être que des familles sont équilibrées de cette manière. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'un enfant 5, 6, 7 aura peut-être l'un des parents 2, 3 ou 4. Parce que grâce à ces relations parents-enfants, il y aura des équilibres comportementaux qui vont permettre à chacun de cheminer et d'être plus grand que soi-même. C'est bien fait quand même. Et donc voilà, le 5, le 6, le 7, c'est très bon pour eux de pratiquer la méditation pour prendre du recul. Ok ? Et je vous ai déjà dit, l'archétype 7, il a tendance à aimer la méditation en mouvement, donc c'est-à-dire à marcher. Mais pour lui, ce qui est bien, c'est quand même la méditation statique. Donc on invite l'archétype 7 à faire les deux. Méditation en mouvement par préférence et méditation statique pour travailler un peu plus autre chose. On retrouve donc également l'archétype 1, 8 et 9, qui font partie du royaume instinctif. Et eux, donc, se nourrissent de l'expérience du passé. Je vous le rappelle, ce sont des archétypes qui notent. Ils ont un répertoire et ils se souviennent de tout. Et donc, les croyances. Les croyances, eh bien, limitantes ou les croyances tout simplement, ça va être la déformation qui donne du crédit à l'ego. L'ego, la personnalité, le personnage. Donc, on tient donc à chercher à valider nos croyances tout le temps. Le mental peut refléter le réel et devenir objectif. Donc, il va falloir travailler sur ces points-là. Le corps, donc, qui s'exprime sans le mental, est sage. Il est plein de sagesse et d'enseignement. Chaque énéatype déforme dans une certaine mesure par le fruit d'un effort déformé, donc non objectif. Être objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans le magnifique reflet, comme un appareil photo. Ça, c'est objectif. C'est comme ça. Apprendre à partager l'objectif, le magnifique reflet de soi-même et de l'autre. Offrir à l'autre qui je suis. Parce que le présent est un cadeau. Petite fiche récapitulative pour tous. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main.
L'énéatype 1, idée supérieure, sagesse. Ok? Donc, le perfectionniste, la perfection. Le perfectionniste est il est dans le juger ce qui n'est pas bien fait, puisqu'il est exigeant, perfectionniste. Donc, il aime les choses bien faites, il aime faire correctement, il est exigeant, cadré, rangé, l'intelligence fine, l'excellence et l'équilibre. Très important pour lui. Donc, la perfection, c'est la vie profonde, c'est l'être réalisé. Il n'y a pas de bien ou de mal, tout est parfait à chaque instant. Ça, c'est très important pour l'archétype 1. Rien n'a besoin d'être amélioré. Rien n'est pas bien. Rien n'est pas comme il faut. Tout est comme il faut. Il n'y a rien à améliorer. Il n'y a rien à corriger. Ok? La sagesse est parfaite, mais nous la perdons en nous incarnant. Notre rôle est de la retrouver avec le cœur, avec notre être profond, pour se retrouver complètement dans notre alignement. L'idée supérieure, perspective de la réalité, vision telle qu'elle est, objective dans sa perception, ici et maintenant. Il y a le bien derrière toute chose. Est-ce un bien, est-ce un mal? L'avenir nous le dira. Mais rien n'est mal. Ok? On y va. Énéatype 2. L'idée supérieure et la liberté. Alors, l'exemple de l'énéatype 2. Sa fixation, la flatterie vers l'autre. Son idée supérieure, la liberté. Ce que cherche le 2, l'apaisement. Donc, j'ai un témoignage d'un énéatype 2. Quand on m'offre un temps de liberté, je ne sais pas quoi en faire et je culpabilise car je ne m'occupe pas des autres à ce moment-là quand je m'occupe de moi. Ok, ça c'est typique une phrase d'énéatype 2. La vraie liberté, c'est quoi? Le non-attachement, vivre pleinement ce qui est, ne pas s'enfermer, couper le cordon ombilical. L'amour est fondamentalement libre. La vraie liberté, c'est la fluidité. La sagesse, c'est suivre le mouvement de la vie librement. Je fais le choix de ce qui est amour. Adhérer par choix et par amour à la vie. Lien vers l'unité et la légèreté. Archétype 3. Idée supérieure, l'espérance. Fixation, la vanité, l'orgueil, la prétention. L'idée supérieure, l'espérance. Avoir la foi, ne pas fixer sur le futur, avoir confiance en l'avenir, faire confiance en la vie. La récompense de lâcher prise est ultime. Croire qu'il y a une place pour nous croire en nous et croire en la beauté sacrée, croire en la délivrance. L'archétype 3 peut vraiment trouver un équilibre vers la foi et la spiritualité. Donc l'espérance. Conscience qu'à chaque instant, la vie crée de la logique intelligible, que la vie, c'est transparence et limpide, dans laquelle il n'y a pas d'objectif, car tout se déploie naturellement, pas figé, pas saisir. L'âme nous ramène toujours à bon port, l'être. L'être nous ramène à l'essentiel. La vie se charge de mettre la direction à prendre devant nous. On n'est pas obligé d'être dans le contrôle. On n'a pas de pouvoir sur la vie. La vie nous guide, elle nous emmène. Le plan divin, spirituel se déploie dans nos vies. Et donc, laisse-toi porter, laisse-toi guider et n'attends pas de récompense. Fais ce que tu as à faire. C'est là aussi la récompense. Tu ne peux pas aller dans le sens, dans la direction de la vie. Ok? La vie, elle tend vers l'unité. La vie, elle tend vers l'être, vers l'amour, vers ce Dieu, vers cette spiritualité. Pour nous, la médecine Orenda, vers la forêt, vers la rivière, vers les éléments. Voilà pour le 3. On continue. L'énéatype 4,
L'idée supérieure, l'originalité. La fixation, la mélancolie. Sens qui manque de quelque chose. L'idée supérieure, l'originalité donc. La particularité, l'unicité, être quelqu'un d'unique. On est forcément quelqu'un d'unique, ok, même s'il y a cette unicité qui nous relie tous. On a une place dans cette unicité. Et donc la différence, la beauté, l'origine, l'originalité. La création se fait création dans le monde unique. L'originalité, eh bien, il n'y a rien à faire pour être unique et différent. On l'est, c'est tout. Il n'y a rien à ajouter, ni à soustraire pour être unique. Il n'y a rien à ajouter à soi pour être soi. Témoignage d'une E4. Je manque d'originalité. Je dois créer quelque chose pour être unique. Donc le 4 a une tendance à pouvoir se travestir pour créer des mascarades. Et donc, il va créer des hypocrisies et des déguisements, ce qui va d'autant plus lui faire perdre la notion de son identité. Et donc, créer des tensions entre être similaire et être différent, puisqu'il est dans une forme de comparaison. Donc, personne ne va me regarder, je n'ai pas d'existence. Ça, c'est une phrase que peut dire un énéatype 4. Sauf que quand on va la regarder, quand on va lui demander son avis, lui demander spécifiquement qu'est-ce qu'elle a envie de dire, elle va bouder, parce qu'elle va dire « Ouh, mais maintenant tout le monde me regarde ». Donc, vous voyez, c'est vraiment très particulier. Personne ne me regarde et après, quand tout le monde le regarde, « Ah, mais tout le monde me regarde ». Donc, c'est très délicat pour trouver l'équilibre. Car parfois, ce n'est pas le moment. En fait, ce n'est pas le moment qu'elle a choisi pour être sur les sunlights, être visible. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu, mais quand elle a choisi que ce soit le bon moment. Donc, merci aux témoignages qui peuvent nous aider. On continue. L'énéatype 5, l'idée supérieure, l'omniscience. La fixation, le détachement. Et donc, l'omniscience, c'est quoi? C'est le savoir, c'est la science du savoir. Donc l'archétype 5 pense le monde pour pouvoir le vivre, cherche et perfectionne. C'est quelqu'un qui a une carrure à être chaman, à être supérieur, à être dans les sciences supérieures, à savoir tout sur tout et les sciences pour tout. Ok. Donc l'omniscience, c'est toute l'information est présente ici et maintenant, pour qu'il puisse aussi se détacher de cette forme de perfectionnement, de recherche continuelle. Et donc, respirer, relâcher et entrer dans un état de confiance. Expérimenter toute la sagesse juste ici et maintenant. Relâcher, pas se crisper. L'information est dans ce qui vit au présent, je vous rappelle. Faire confiance à la sagesse qui s'exprime à chaque instant. Je sais que je sais. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, assuré. Et donc, vivre l'expérience, il y a ce qu'il y a, il y est ce qu'il y est. Voilà pour les 5. L'archétype numéro 6, l'idée supérieure, la foi, la fixation, le doute, la suspicion, besoin d'être sécurisé, bordé. Donc voilà, l'idée supérieure, la foi, croyance, univers, le tout, l'un, le Dieu. Attention pour les 6 à avoir cette tendance à idolâtrer l'autre ou un Dieu, voilà. Peut-être parfois l'abandon de soi. Donc, ok, nourrir cette spiritualité qui est importante pour l'archétype 6, mais ne pas s'abandonner dans cette pratique. Donc voilà, avoir confiance en la vie, respirer, relâcher. Confiance, tout est juste, ce qui doit arriver arrive. Témoignage d'un E6. Doute constant. Mais je veux bien croire que c'est possible d'être en confiance, mais pas chez moi, c'est pas pour moi d'être en confiance absolue. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision dévalorisante d'elle-même. Les autres pensent notre vie à notre place et cela semble mieux pour eux
car ils font trop de scénarios, les archétypes 6, et ne trouvent pas de solution. Ils préfèrent des ressources des autres et se lancent rarement à l'aventure parce que c'est trop risqué. Vous savez, je suis dans une pièce, à la fenêtre, il peut y avoir un dinosaure volant, par la porte, il pourrait y avoir des gros chiens méchants, et puis je n'ai pas d'autre issue. Alors, comment je fais? Donc voilà, le 6 est un peu dans ces énergies-là. Merci aux témoignages. Donc la foi. Donc la foi, comment je suis sûre que c'est ça? Eh bien, tu te fais confiance. L'assurance que le fondement, l'être est le fondement. Confiance en ses ressources intérieures. Il est surtout dans ses ressources intérieures, la solution. Et tout est là. Pas besoin de quelqu'un d'autre. Être courageux pour s'accorder à soi la confiance que l'on met dans les autres. Donc, vis ta vie. Si tu ne la vis pas, qui peut la vivre à ta place? C'est une phrase qui est bien pour les archétypes 6. Et puis pour tout le monde, évidemment. Archétype 7. Idée supérieure, le travail. Fixation, la planification. L'idée supérieure, donc le travail. Témoignage du nénatype 7. Sensation d'être esclave du temps. Sensation de contrainte dans le quotidien classique. Tendance à l'ennui. Je me sens incapable de nourrir le système quand il est perverti. J'ai besoin de me déployer dans un job amusant, créatif et où je me sens dans le jeu de l'essence de la vraie vie. Merci au témoignage. Un autre. Au boulot, je suis un working open et parfois je m'ennuie. Alors, je lève les yeux et je regarde par la fenêtre. La dernière fois, j'ai vu un pigeon et puis après, j'ai vu une mouche. Puis je me suis demandé, les mouches, elles sont filles ou elles sont garçons? Et ma collègue face à moi a participé à mon questionnement. On a ri et c'était chouette. Merci le témoignage de N. Donc l'effort, la récompense intellectuelle, la stabilité. L'archétype fuit dans l'imaginaire, cherche le divertissement, il fuit l'ennui. La concentration sur soi, l'effort de concentration sur soi. Et encore l'effort de concentration. Donc, sortir l'essence, la substance de l'être. La persévérance. Percez et vous verrez. Aller en profondeur. Évitez de zapper les énéatypes 7. Investir avec effort dans une direction donnée. Ça veut dire finissez vos ouvrages. N'ayez pas plein de choses en cours. On finit les ouvrages. Un effort de concentration est nécessaire. La méditation statique de préférence et donc la méditation en mouvement par goût. Les énéatypes 8. La fixation, la vengeance, l'idée supérieure, l'altérité, acceptation de la différence. Donc l'altérité, c'est la considération du tout est plus important que les partis pris. Moi, l'autre. Nous sommes des cellules du même corps. C'est hyper important pour les archétypes 8 de saisir ça. C'est très compliqué pour un archétype 8 de dire « je suis l'autre ». Non, c'est pas pensable. Mais voilà, essayez d'apprendre à faire unité. Donc, si je blesse l'autre, je me blesse aussi moi-même. L'énéatype 9. Donc, l'idée supérieure de l'énéatype 9, c'est l'amour. La fixation, c'est l'oubli de soi. Optimiste, l'amour pour le grand tout, sauf pour lui-même. Donc, l'idée supérieure, l'amour. Donc, il faut qu'il apprenne à s'en donner aussi à lui-même. Parce que ce qui sous-tend la vie est profondément positif et bienveillant. L'effort de la vie est profondément bienveillant et nourrissant. Tout est en vertu du bien. Vous savez, bi 1, 2 et 1, aligné. Ce qui est sous-tendu est bien et souple.
Donc le fondement, le tissu de la vie, c'est l'amour. Ce qui arrive est fondamentalement bien. Tout ce qui advient est bien, maintenant, ici, et toute idée sacrée est bonne à retenir. Voilà pour l'archétype 9. Donc tout ça, c'est des petites phrases qui parfois vous touchent et d'autres ne vous touchent pas du tout. Et donc c'est intéressant de regarder, d'observer et de sentir à l'intérieur de soi quelles phrases vous touchent et d'autres ne vous touchent pas du tout. Et donc voilà cette roue symbolique à 9 branches. Et donc merci beaucoup pour cette session, pour ce rendez-vous. Et donc, bien, comme à chaque fois, je vous invite à faire 21 gratitudes ce soir ou juste après avoir éteint cette vidéo. Et puis, un grand, grand merci pour votre écoute, pour votre attention et l'assiduité que vous aurez à faire vos exercices, à faire les petites pensées, les petits mantras, parce que ça va vraiment te permettre de grandir sur ce chemin. Et il est possible de le faire à chaque fois un peu plus et vraiment de rentrer davantage en connexion avec toi-même. Et plus tu seras en conscience, en méditation constante, eh bien voilà, tu verras petit pas, vraiment les portes qui vont s'ouvrir, qui vont se stabiliser autour de toi. Et c'est vraiment un délice. Donc, je te dis à très, très bientôt. N'hésite pas vraiment à clarifier, voilà, à surligner tout ce dont tu as besoin pour qu'on puisse bien en parler en rendez-vous. Donc, bien à toi et à tout bientôt.